Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal tout en images sur 8 Mont Blanc. Voici les titres de ce lundi 18 août 2025. Nous nous pencherons ce soir sur l'évolution de la législation des bivouacs dans les réserves, notamment celle des aiguilles rouges, les explications dans un instant. Puis nous partirons côté suisse, à Bay, pour découvrir l'unique mine de sel du pays, toujours en activité depuis près de 350 ans. Ici, le silence et un calme plutôt inhabituel pour la saison. Car depuis l'après-Covid, le lac du Brévent fait partie des sites touchés par une surfréquentation touristique. Une situation qui a conduit à une nouvelle réglementation sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges à l'été 2024. On est dans un espace protégé où l'objectif, c'est quand même d'arriver à préserver la faune et la flore et de concilier cette préservation avec les activités qui sont en place. Pour le bivouac, c'était toléré partout dans la réserve naturelle de 19h à 9h. Et maintenant, il y a des zones tolérées et des zones interdites et une réservation obligatoire pour chaque zone tolérée avec un nombre maximum de tentes. Donc, c'est-à-dire que si on réserve juste avant, il y a des chances que ce soit complet et qu'on soit obligé de se reporter sur un autre site. Une réglementation devenue essentielle alors que le nombre de passages aurait doublé en 5 ans dans cette réserve. Selon un système d'éco-compteurs, près de 1800 visiteurs par jour sont recensés sur certains sites. Outre le bivouac, la baignade est donc elle aussi restreinte. Et quand elle n'est pas interdite, elle reste fortement déconseillée. La baignade, ça a un impact sur le milieu lacustre par la pollution liée aux crèmes solaires et tout ce qui est produit. Et aussi parce que quand on rentre dans le lac, on va mettre en suspension les sédiments qui sont en bordure de lac. Et donc ça peut perturber la faune et la flore du milieu. Donc dans ce lac-là, c'est pas interdit, mais on fait de la sensibilisation et on explique aux gens que c'est mieux de ne pas se baigner. Sensibiliser pour éviter les mauvais comportements et la dégradation de ces habitats naturels fragiles. Car l'objectif n'est pas non plus de supprimer totalement le tourisme, mais bien de le réguler. L'idée, c'est vraiment celle du juste équilibre. On a un peu moins de, je crois c'est entre 95 et 100 emplacements au total de bivouac autorisés sur l'ensemble de nos sites et des réserves naturelles du versant Aiguilles Rouges. Donc il s'agit par contre effectivement de trouver les bons mécanismes. Alors sont-ils suffisants? Le bilan au bout de ces 2 premières années de fonctionnement de cette nouvelle réglementation nous permettra sans doute d'en tirer quelques conclusions. Des bilans qui seront réalisés chaque automne pour ajuster cette nouvelle réglementation. Surveillance des milieux, communication renforcée sur les risques d'une surfréquentation ou encore études scientifiques sont aussi privilégiées pour mieux préserver cette biodiversité. Dans les Alpes vaudoises, de l'autre côté de la frontière, un trésor blanc se cache sous la montagne, le sel de Bay. Exploité depuis des siècles, il fait partie intégrante de l'histoire suisse. Il y a 200 millions d'années, il y avait un océan global, l'océan Atlantique, qui recouvrait l'Europe entière, qui s'est lentement évaporé et qui a dépoussé des couches de sel. Quelques millions d'années plus tard, les Alpes se forment, des amas de roches viennent le recouvrir et l'ensevelir et le mélanger. 2 siècles plus tard, le sel refait surface sous forme de source. Chèvres et chamois s'y pressent pour s'abreuver, attirant immédiatement l'attention des bergers. Après plusieurs années à capter les sources, la montagne a ensuite été creusée à partir de 1680. Le marteau, on reconnaît facilement ici, la cisette, c'est comme ça qu'on a creusé ici à Bay jusqu'à 12 km. À raison de 1 à 4 mètres par mois, il fallait un montage d'acier. Avec le temps, les techniques ont évolué pour aboutir à la méthode actuelle, utilisée depuis 1920, le forage. Il consiste à creuser des trous dans la montagne pour localiser et extraire le sel. L'eau douce captée en haute montagne sont des eaux de source issues du glacier du Muvre amenées sous terre, sont injectées à travers le tube central d'un pouce. L'eau douce descend directement au fond du trou, puis infiltre la roche, les zones salifères, dissout le sel. Et là où il n'y a pas de sel, la roche est imperméable. On recherche une issue vers le haut et va devoir remonter sous la poussée de l'eau douce par un deuxième tube parallèlement installé à cet effet. Et au final, apparaît dans la même zone sous forme d'eau salée, plus ou moins saturé. Si vous vous tournez vers la droite, vous regardez là au plafond, vous avez l'exemple dont je vous parlais, le double tuyau métallique. Le bleu, c'est pour l'eau douce qui est sous pression et le rouge et jaune permet à l'eau salée de remonter tranquillement.
Ça, c'est l'installation globale dans tous les forages. Actuellement, une cinquantaine de forages sont actifs permettant de produire chaque jour près de 100 tonnes de sel. Un produit qui n'est pas uniquement utilisé dans le secteur de l'alimentaire, mais également dans l'industrie ou le traitement des routes en hiver. Il est riche en minéraux, c'est qu'il est exempt de toute pollution. Contrairement au sel de mer, on ne va pas dénigrer le sel marin, mais il subit les pollutions au trafic maritime. Ça n'a pas eu dans les mines de baie. Il n'y a pas d'hydrocarbures, il n'y a pas de métaux lourds, ni surtout un grand problème actuel, le microplastique. Encore aujourd'hui, les mines de baie continuent de fasciner. Lors des visites guidées, les galeries se découvrent, le sel se révèle sous toutes ses formes pour une immersion au cœur de l'histoire de ce sel des Alpes. C'est un concert un peu particulier qui se prépare ici. Comme chaque été, le festival Musique et Nature en Bauges bat son plein dans les églises. Ce soir, celle d'Albins a vibré sous les sonorités baroques italiennes, avec au chant la mezzo-soprano Juliette May. Ce soir, vous allez entendre une musique que j'aime particulièrement. Je vais vous chanter du Vivaldi, du Scarlatti et du Porpora. Ce sont des airs qui sont assez virtuoses, très vocalisants. L'écriture est assez proche de l'écriture du violon et vous entendrez aussi des concertos pour violon de Vivaldi. Et c'est une musique assez instrumentale pour la voix, comme je disais. Et c'est quelque chose que ma voix me permet de faire assez facilement et que j'adore faire. Mais ce n'est pas seul que la chanteuse opère. À ses côtés, l'ensemble Les Accents l'accompagne dans ses vocalises pour ressusciter les grands compositeurs italiens du XVIIe et XVIIIe siècle. Et cet exercice musical demande bien sûr quelques petits ajustements face aux contraintes du lieu. C'est une musique qui est assez virtuose, donc souvent il y a aussi des mouvements rapides, des grandes vocalises pour Juliette, notre soliste. Et il faut arriver à doser les tempi, les couleurs en fonction de l'acoustique, parce qu'une acoustique d'église est quand même assez réverbérée. Et donc pour être sûr que le public puisse vraiment entendre tout ce qui se passe sur scène, il faut un petit peu s'adapter. Un cadre insolite qu'il faut apprivoiser, mais qui permet d'associer exigence artistique à la dimension familiale des églises de montagne. Car c'est ici bien l'ADN de ce festival, né il y a 27 ans. Les gens ont l'habitude d'aller au concert, mais dans les grandes villes. Et donc, c'est d'apporter la musique dans les églises des petits villages du massif des Bauges. Il a beaucoup évolué, d'abord d'un point de vue géographique, parce que à l'origine, il était installé au cœur des Bauges seulement. Et depuis maintenant de nombreuses années, il visite tout le massif des Bauges. Le massif des Bauges, si je crois qu'on pense 72 communes. Alors, on ne va pas dans les 72 communes, mais une douzaine chaque année. Répertoire baroque, mais aussi classique, romantique et contemporain sont explorés dans ce festival, qui attire en moyenne 4000 visiteurs chaque année. C'est ainsi que se termine ce journal d'actualité sur notre antenne. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc et bien sûr, merci à toute l'équipe. On se quitte ce soir avec quelques images de la 4e édition du FIS Expérience de Thonon-les-Bains. Une compétition qui a attiré ce week-end plus de 35 000 spectateurs. Au terme de 3 jours d'épreuve, du côté des pros, c'est la Française Laurie Pérez qui s'est imposée, confirmant son statut parmi les leaders de la discipline après avoir été finaliste olympique à Paris 2024. Chez les messieurs, la compétition a été remportée par le jeune rider de 18 ans, Benjamin Daldy. Dans un instant sur 8 Mont Blanc, Thierry Paul me prend la suite avec le bulletin météo quotidien, en attendant le retour de l'actualité et le prochain JT prévu pour ce mardi à partir de 18 h. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.